Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver le lundi 28 septembre 2015, pardonnez-moi, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Vous avez déjà un certain nombre d'articles publiés sur notre site, un tout chaud qui arrive sur le DAX, très rapidement aussi l'euro-dollar Ishimoku, mais il est déjà sur le site, voilà. La vue euro-dollar Ishimoku qui arrive aussi dans un instant, le CAC, et vous avez aussi surtout un article avec un lien vers le replay de la conférence d'EliFX du vendredi 25 septembre, où vous retrouvez notamment les trucs et astuces de Sylvain sur le DAX, alors basé sur l'observation des trades réels chez FXM, donc des statistiques qui en découlent. La session de trading live d'Otarek El Mari, mes prévisions de marché à horizon 6 mois, et puis donc des interventions sur les corrélations, le Brexit, les risques fondamentaux pour la fin d'année. Bref, un ensemble complet à revoir sur YouTube. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading lorsque vous investissez sur le marché des devises ou sur les produits CFD, qui comportent donc dans les deux cas un risque élevé. Alors, cette semaine, ce n'est pas le lundi 28 octobre la session de marché la plus importante. Vous avez sous les yeux ma sélection, enfin ma sélection, il s'agit donc d'une sélection depuis l'agenda macroéconomique sur DailyFX, avec ici les statistiques les plus importantes de la semaine, au travers, je dirais, des 4 thèmes actuels fondamentaux d'inquiétude pour les marchés boursiers, en tout cas source de volatilité. La macroéconomie aux États-Unis et l'interprétation qu'en a la Réserve fédérale des États-Unis, premier panier. Second, la Chine, ses indicateurs macroéconomiques avancés qui permettent d'envisager les perspectives de la demande chinoise, alors la demande en matières premières, mais aussi en produits manufacturés des entreprises occidentales. La zone euro, bien sûr, les perspectives d'inflation, la reprise économique progressive et bien sûr la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Et enfin, un quatrième panier qui concerne les entreprises. Alors au fond, vous allez me dire, les entreprises, à travers leurs perspectives de profitabilité, ont toujours été un des socles de la formation des prix sur le marché action. Mais à court terme, il y a un choc microéconomique qui, vous ne l'ignorez pas, est le dossier Volkswagen, avec un impact sur le marché action, tout simplement parce que Volkswagen et le secteur automobile, c'est 25% des profits en Allemagne, 10% pour l'ensemble de la zone euro, et au-delà de ça, il s'agit de l'image même des entreprises de la zone euro, perçue notamment depuis les États-Unis. Donc ça c'est important, sachant que les gérants américains détiennent une partie importante des actions françaises et zone européenne. Sous vos yeux l'agenda économique, donc ce lundi 28 septembre, les dépenses de consommation des ménages. Ok, bon, c'est pas la séance la plus importante. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de chiffre majeur, mais tout de même on le suivra à 14h30. Cette semaine, la première estimation de l'inflation aux États-Unis, en Allemagne, au sein de la zone euro pour le mois de septembre. C'est surtout très important pour la Banque centrale européenne, très important, pour l'économie américaine et surtout la Réserve fédérale des États-Unis, puisque la perspective de voir la Fed relever ses taux fait partie des thèmes d'inquiétude pour les marchés actions notamment. Eh bien, vendredi 2 octobre, comme chaque premier vendredi du mois, le rapport NFP et selon la prévision établie ici par Bloomberg, il semble que l'économie américaine en septembre ait créé plus de 200 000 emplois et que le taux de chômage se maintienne sur un niveau bas. C'est aussi le taux de participation qui lui sera jugé par les économistes. Voici donc ce qu'il faut suivre cette semaine. Alors les marchés actions, ils sont volatiles, incertains. Euh, J'ai un graphique de long terme que je vais vous montrer avant d'en venir à l'intraday, notamment l'intraday du DAX. J'ai choisi un titre ce matin pour le point CAC 40. J'appelle ça une stabilisation volatile, car ce qu'ont tenté de faire les marchés actions, notamment vendredi dernier, jeudi dernier, le 24 septembre, on ne peut pas réellement dire qu'il s'agit d'un creux majeur, tant les marchés restent sous pression. Il ne faut donc pas s'emballer. Vous avez ici sous les yeux un graphique de long terme du CAC 40. Alors, il s'agit d'un graphique de long terme, je dirais, parce qu'on retrouve au moins deux caractéristiques de ce qui fait un graphique de long terme. Déjà la durée, vous avez tous les prix depuis 1998, et surtout l'horizon de temps, vous avez les bougies japonaises en données hebdomadaires. Alors pour certains, vous le connaissez par cœur ce graphique, je dirais qu'il a l'avantage de montrer, ou en tout cas d'être une illustration pertinente de l'efficacité des niveaux chartistes, en tout cas des gros niveaux.
Le CAC à 5280, on le sait, il a rencontré cette ligne de tendance baissière qui attrape le sommet du bull market de l'année 2000, le sommet du marché haussier de l'année 2007 et donc peut-être le sommet du marché haussier 2011-2015 avec un point haut en avril dernier. Alors depuis avril, les risques fondamentaux pour le marché se sont multipliés. La Grèce, on en parle moins maintenant. La Fed, la Réserve fédérale, la reprise économique, le contexte économique mondial qui peut peser sur la reprise économique au sein de la zone euro aux États-Unis, le prix des matières premières, l'atterrissage de la croissance chinoise, et donc récemment Volkswagen, le risque microéconomique pour le secteur automobile européen. Le CAC a depuis reculé, donc les 5280. Inquiétant de l'avoir vu passer en août sur fond de chiffres macroéconomiques en provenance de Chine décevant sous les 4600 points. Moi, sur ce graphique de long terme, je vois que la dynamique reste incertaine, clairement baissière. Sous 4600 points en clôture weekly, il ne faut pas croire que ce marché a fait un creux important. Je dirais que d'ici la fin de l'année, le marché pourrait rester parfaitement volatile. Et je vais donner deux bornes larges, je dirais entre 4000 et 4006. Donc, c'est pourquoi, la semaine dernière, lorsque je regarde les marchés actions européens, et j'en viens maintenant à ce qui vous intéresse, les graphiques de court terme, à partir de maintenant, je vais vous proposer un tour d'horizon, enfin maintenant, tout de suite, là, dans le point de marché, un tour d'horizon des bougies intraday, H4, H1, voire en deçà, sur toutes les classes d'actifs, et on commence donc par les indices boursiers. Le DAX, il a tenté de se stabiliser jeudi dernier, et le niveau de 9350. Alors, un graphique de long terme du DAX, allez, juste un, mais que Sylvain vous a déjà montré. Le DAX en données hebdomadaires. Le DAX weekly, là je ne l'ai plus, là, mais je vous le remontrerai. La ligne de tendance haussière depuis 2011, qui peut céder, qui pourrait un jour céder. J'ai parlé du grand marché haussier 2011-2015. Il est peut-être terminé, ce marché haussier 2011-2015. En tout cas, le risque, c'est de voir la baisse se prolonger si le marché brise les seuils critiques sur les graphiques de long terme. Et notamment donc cette zone importante sur le DAX qui a tenu une première fois en août, qui a tenu une seconde fois jeudi dernier, mais admettons qu'aujourd'hui la stabilisation reste volatile. Et c'est donc ce titre qui me paraît le plus approprié pour décrire le marché, je l'ai choisi ce matin pour l'article CAC 40, une stabilisation volatile, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une stabilisation solide, une stabilisation bien ancrée. Techniquement, le marché ne s'est pas encore stabilisé pour de bon. En intraday, le DAX s'est donc repris jeudi dernier. Vous avez ici les bougies horaires, donc on va refaire un peu le mouvement et voir ce qu'il établit à court terme. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques majeures, donc on peut, je pense, faire confiance aux signaux que donne l'analyse technique en intraday, sans prendre le risque de voir une statistique bouleverser la vue de marché. En données horaires, on voit bien la reprise forte sur les 9350, mais voilà, le marché ne transforme pas. Il y avait un niveau que durant la session asiatique, le marché a tenté de franchir, le niveau ici des 9740. Alors, il y a une formation en épaule, tête-épaule inversée, on ne peut pas réellement dire que le marché se stabilise. En données horaires, je vois le RSI H1 basculer sous la zone des 50, donc la clôture horaire de 11 heures, elle se trouve ici. On a au fond une variation négative sur la période qui reprend l'ascendant. À court terme, depuis la session asiatique, le marché défendait les 9570 points. Il est en train de basculer en dessous. Il y a un pivot, probablement ici l'ouverture de vendredi. 9000, alors je vais vous donner ça en détail, 9539. Je pense qu'on peut aller chercher 9539. Le risque en intraday, c'est de passer en dessous. Et à ce moment-là, de revenir travailler, notamment ce niveau ici des 9480. Donc, si je devais établir trois niveaux techniques, et je m'appuierai sur la clôture horaire, parce que pour l'instant, je ne détiens pas la clôture horaire, en tout cas celle de 11 heures, il n'y a pas de cassure de support sur la clôture de 11 heures. Aujourd'hui, sur le DAX, ces trois niveaux m'intéressent en données intraday. Les 9570 que le marché préserve en cours de clôture intraday durant toute la session asiatique,
tant que ce marché, tant que le niveau tient, eh bien pas de signal. Mais briser les 9000, alors c'est 9570 précisément, on voit que ce niveau a bien fonctionné. Et bien à ce moment-là, en effet, on se replierait en direction des niveaux d'ouverture de vendredi, 9539, et voire même revenir chercher les 9490. Mais pour l'instant, donc pas de clôture. En tout cas, voilà, c'est ce que je suis pour le moment. Ce niveau des 9570 sur le CAC 40, cette fois-ci je vous montre un graphique de court terme, on le retrouve précisément ici. Alors je vais utiliser un niveau horizontal pour coller au plus proche des cours. C'est donc ce niveau, alors un instant, voilà, hop, on va le coller bien proprement. Bah, décidément il ne veut pas y aller. Voilà, plus haut, plus bas. Impeccable. Donc c'est 4420, 4422. Voilà, c'est à peu près le même topo, 4422. Si je prends tous les chandeliers horaires de la session asiatique et de la première partie de la session européenne, on a vu que le DAX avait tenu les 9570 et que le CAC tenait les 4420. C'est simple, une clôture H1 en dessous. Et le risque, c'est clairement de revenir tester les plus bas de jeudi dernier. Donc voilà, actuellement, au moment où je vous parle, où se situe le marché. Je parle d'une stabilisation volatile et qui représente donc globalement un contexte de trading délicat. Mais ce qu'on constate pour le moment, c'est que le biais baissier l'emporte et qu'au fond, si ces supports cèdent, eh bien le DAX 9490, pourquoi pas, ce qui se traduirait par un 4390 sur le CFD France 40. En tout cas, voilà la façon dont je vois les choses. Qu'en est-il maintenant, de manière générale, des actions de la zone euro? Alors, moi je reviens sur les bougies horaires de l'Eurostoxx 50. Alors déjà, vous le savez, c'est encore ce qu'on vous a rappelé vendredi lors de la session trading live. Le DAX, c'est bien, sur les marchés à terme, le futur, le CFD, le CAC, c'est bien aussi. Mais en termes de volume, ça n'a rien à voir avec l'Eurostoxx 50. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à l'Eurostoxx 50 en termes de trading, mais vous devez, je pense, si vous tradez le CFD DAX, tenir compte de l'analyse chartiste de l'Eurostoxx 50. Parce que si le volume est beaucoup plus important sur l'Eurostoxx 50, c'est bien qu'il s'agit du benchmark pour la tendance générale des marchés actions au sein de la zone euro. Concrètement, l'indice que les investisseurs internationaux regardent, et pourquoi pas les chartistes par exemple, pour valider leur vue de marché et leur stratégie intraday. L'Eurostoxx 50, il est sous pression tant qu'il se maintient sous les 3140 points. Alors vous avez ici tout le range des actions de la zone euro entre la fin du mois d'août et le 22 septembre. En réalité, les signaux de vente ont bien été donnés le 22 septembre. 22 septembre, bon, le dossier Volkswagen, je pense, en est la source principale, mais pas seulement. C'est aussi une réplique de ce qu'on a vécu cet été, qui n'était pas lié à Volkswagen et au risque pour le secteur automobile de la zone euro, mais surtout aux chiffres macroéconomiques en provenance de Chine. L'Eurostoxx 50, on voit bien ici l'efficacité des gros niveaux techniques. On a eu la cassure des 3140, le marché est revenu à peu de choses près au contact de ses plus bas ici du mois d'août, il s'est repris et je ne pense pas ici qu'on soit en train de construire une figure de creux. Pour vraiment défendre un creux majeur, j'aimerais voir le DAX franchir ses sommets de vendredi et l'Eurostoxx 50 faire de même, notamment les 3140. Mais tant qu'on se maintient sous ces résistances sur les indices boursiers au sein de la zone euro, ça reste baissier. Et je parle d'une stabilisation volatile. Une stabilisation non volatile, ce serait une belle figure de creux bien propre, sans faille, avec des lignes de coups cassées à la hausse, mais on n'est absolument pas dans cette situation-là. Donc ça reste franchement incertain. Alors l'Eurostoxx 50, justement, si tout le monde le suit parmi les investisseurs internationaux, il y a un niveau technique que vous devez vous observer, notamment sur vos bougies intraday ici, donc les bougies horaires. Il s'agit du niveau des 3068 points. Alors 3068, c'est la clé. Je pense qu'à court terme, on va aller le chercher. Donc voilà, on est à 6 points. On voit bien que l'Eurostoxx 50 retombe sur ces 3068. Bon, ça représente un peu ces 9570 et 4420 que travaillent respectivement DAX et CAC. Le risque de voir
honnêtement, si l'Eurostoxx 50 en H1, donc des clôtures H1, il y en a quand même un certain nombre, brise les 3068, oui, ce marché peut revenir au contact de ses plus bas de jeudi dernier. Y a-t-il ici, sur l'Eurostoxx 50, mais je peux remontrer le DAX. Ah bah regardez le DAX, lui ça y est, bah, il a atteint le deuxième niveau, 9539. Donc le DAX, il est pile poil sur le cours d'ouverture de vendredi dernier. Moi, je vous montre le DAX, ce qu'il fait depuis le 23 septembre en données horaires. C'est pas une figure de creux, ça. C'est pas une figure de creux. C'est voilà, c'est hyper volatile, c'est baissier. Euh, Comment? Ah, le papier Ishimoku est en ligne, me dit Sylvain. Donc voilà, écoutez, chers auditeurs, j'aurais bien aimé mettre en avant des éléments techniques qui soient rassurants, mais pour le moment, à court terme, ce n'est pas le cas. En tout cas, pas sur les marchés actions européens. Donc, la baisse. Et beaucoup plus de baisse si l'Eurostoxx 50 casse les 3068. Et beaucoup plus de baisse si le CAC casse les 4420, ce qui semble en cours, pour rejoindre les 4390. Un CAC qui serait à 4390, c'est un DAX qui devrait lui se replier en direction des 9490 points. Alors voilà, hein, c'est ce que je pouvais vous dire moi sur l'ensemble de ces marchés, actions, c'est la première classe d'actifs. Un mot sur les marchés de taux. Je vous ai parlé vendredi dans la conférence en ligne d'EliFX, celle qui a lieu le dernier vendredi de chaque mois, que les capitaux qui avaient quitté le marché action et qui continuent de quitter le marché action ont comme première source de refuge le marché monétaire, la liquidité, forcément. Comme deuxième source de refuge, le marché de la dette souveraine, notamment des pays bien notés, ce qui explique aujourd'hui que si le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50 baissent, le contrat de taux allemand Bund monte, en tout cas son prix. Ce qui agit aussi à la hausse sur le prix du Bund, c'est les taux obligataires en baisse au sein de la zone euro, parce qu'au mois d'octobre, la Banque Centrale Européenne pourrait renforcer son programme de quantitative easing. Au final, le Bund, à la grande différence du 24 août dernier, où il avait subi un rejet sous le niveau des 156, et je vous rappelle que le niveau de prix des 156 correspond au prix du contrat au moment où, le 9 mars dernier, la Banque Centrale Européenne avait engagé son programme de quantitative easing, on a un marché qui se comporte différemment. Le prix du Bund se reprend de manière très progressive tout au long de l'été, alors sur fond bien sûr de pression baissière sur les marchés actions et les grands indices boursiers. La possibilité de voir le Bund s'affranchir des 156 reste importante et de remonter notamment en direction des 157. Donc le Bund reste bien orienté. Je pense que ce marché va remonter en direction des 156 à court terme, ce qui confirme globalement l'anticipation de repli sur les marchés actions de la zone euro. Mais c'est pas non plus une phase hyper directionnelle depuis le 23 septembre dernier, hein, si je prends un peu de recul. Voilà donc on a le DAX. Hein. Et moi j'appelle ça pas une figure de creux, pas une figure de creux, hein. J'appelle ça une stabilisation volatile. Donc c'est hyper difficile à attraper, il faut être précis au niveau des points d'intervention. En tout cas voilà, si vous recherchez bien sûr des stratégies de trading. Bon, les paires majeures. Rapidement les paires majeures. L'euro-dollar en données hebdomadaires, je vous ai montré ce graphique tout à l'heure dans l'émission Good Morning Euro-Dollar en live. Là je vous remontre ici une capture d'écran, c'est toujours important le lundi de bien faire le tour d'horizon des bougies japonaises hebdomadaires. Écoutez, c'est baissier sur tous les aspects. Alors l'euro est stable en tant qu'indice de devise depuis le printemps dernier, grâce notamment, je dirais, à la pente légèrement haussière de la dynamique macroéconomique au sein de la zone euro. Les taux obligataires qui se sont stabilisés. Mais globalement, le dollar US reste haussier. L'économie US solide, robuste, elle l'a prouvé vendredi avec l'estimation finale du niveau de la croissance économique au second trimestre. Ça reste le socle d'appréciation du dollar américain. Le dollar américain, il reste haussier. L'euro-dollar, lui, il reste couvert par la ligne de tendance baissière en place depuis les 1,40. En clôture weekly, tant qu'on se maintient sous les 1,1450, 1,15 $, selon ma lecture technique, le risque reste la baisse.
Certes, on est dans un canal haussier de reprise depuis le mois de mars dernier, mais j'ai le sentiment qu'on pourrait aussi avoir ici, en tout cas je formule cette hypothèse d'un drapeau, donc c'est fortement baissier. La partie basse actuellement du drapeau en translation verticale, elle passe aux alentours des 1,10$. Ça, c'est le graphique de long terme. Maintenant, à court terme, il y a un niveau de prix qui a fait réagir les cours. C'est le niveau ici. Alors là, on a fait un 1,1102. Le niveau horizontal parfait, c'était 1,1097. On voit que le marché s'est stabilisé. À court terme, il y a un niveau technique qui est fort, c'est les 1,1215$. Les 1,1215$ qui ont rejeté les cours, en tout cas, qui lui exercent une pression depuis l'ouverture de la session asiatique. Vous avez ici tous les chandeliers horaires depuis l'ouverture du FX dans la nuit de dimanche à lundi. On reste sous les 1,1215$. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là sur l'eurodoll? On fait peut-être quelque chose qui est similaire à ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui est hyper directionnel. Moi, je conserve un biais négatif tant qu'on est sous les 1,1215. Première résistance 1,1215. Voilà, c'est de cette façon-là que je vois les choses. Alors, est-ce que le marché est en train de construire quelque chose comme ça, pas exagéré, mais pourquoi pas? Pourquoi pas voir ce type de figure ici sur le taux de change euro-dollar en intraday, peut-être une espèce de reprise comme ça en wedge sur les bougies japonaises en données horaires. En tout cas, j'ai cette anticipation négative sous les 1,1215$. J'essaye de capter au plus proche, plus près ce mouvement des cours, mais ça reste quand même difficile. J'espère que vous m'entendez bien parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas mis le son très fort. Donc là j'ai un peu peur. N'hésitez pas à me confirmer que c'était parfait depuis tout à l'heure. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai. Allez, les autres taux de change majeurs. Alors l'USD CAD, je surveille cette oblique en H1. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le Good Morning Euro Dollar, si ça vous intéresse, vous avez le replay sur notre chaîne YouTube. En données horaires, je surveille cette ligne de tendance. On voit d'ailleurs la neutralité du RSI H1. Le RSI H1 de l'USD CAD, bon, moi j'essaye de faire quelque chose le plus clair possible, c'est pas facile. Mais on est dans une espèce de range ici sur l'USD CAD. Alors il n'y a rien de pire qu'un RSI qui évolue entre 45 et 55. Il y a la neutralité parfaite. Surtout lorsque les oscillations sont autant rapprochées. Ça met en équilibre parfait les forces haussières et baissières. En tout cas, c'en est la représentation du point de vue de cet indicateur de momentum qu'est l'indicateur technique RSI. Bon, on tient cette ligne de tendance. Moi, j'ai envie de dire, c'est une ligne de tendance qui peut être utilisée pour une stratégie de trading, sachant que le risque, il est limité à 20 pips. Ça casse, c'est mort, elle n'existe plus. Donc, en intraday, puisque là, l'objet du morning meeting, c'est de parcourir ces graphiques intraday, je vous montre donc cette ligne de tendance, si vous ne l'aviez déjà pas observé par vous-même. Le câble. Alors, le câble, j'en ai parlé dans le... dans le Good Morning Euro Dollar, en mettant notamment en avant un niveau weekly situé à 1,5170$. Donc je le repositionne, ce niveau weekly des 1,5170$, un niveau qui pour le moment tient. La semaine dernière, le chandelier weekly du GBP USD a montré un repli, un retour assez violent justement sur ce niveau des 1,5170$. Alors, qu'est-ce que j'observe ce matin? Il tient. A-t-on une reprise aussi forte que celle qu'on a eue le 7 septembre? Je ne pense pas. Par contre, c'est certain, c'est que le marché a brisé ici cette ligne de tendance. On a eu la semaine dernière un scénario baissier, notamment lorsqu'on a eu une cassure le 21 septembre, une structure en épaule, tête, épaule. Le marché s'est ensuite bien replié. Maintenant, où en sommes-nous exactement? Écoutez, on se stabilise, je vois pas de figure particulière. Je vois simplement sur la base des bougies horaires que le marché a dépassé ce niveau. Donc je vais l'ajuster précisément. Voilà, petite structure à 1,5210$. Bon, qu'est-ce qu'on fait exactement sur le court terme? On doit être en train de se reprendre dans ce petit canal que je vais tracer. Le câble, il est sur ce support important. Il y a quand même une réaction qui est différente des fois précédentes. Pour l'instant, on ne le brise pas, mais il y a vraiment ce risque. Donc j'en tiens compte.
éventuellement ce type de reprise. Là on se reprend. Je n'exclus pas cette semaine de voir le câble briser ce niveau-là, ce qui pour l'instant donc n'est pas le cas, hein, ça c'est certain. Je jette juste un œil, voir si on a ce type de ligne de tendance. Oui, pas réellement, enfin, on voit presque travailler le marché. Bon, là aussi c'est pas hyper propre, on fait une espèce de petite reprise technique, mais que je trouve pas transcendantale. Alors par contre, il y a sur le taux USD Yen une dynamique intraday aujourd'hui qui est assez marquée, propre, qui n'est probablement pas terminée. Tout a commencé sur le taux USD Yen par cette étoile filante de vendredi à l'heure du déjeuner, aux alentours de midi d'ailleurs. Il y a eu une tentative d'extraction haussière de cette pattern en triangle qui a été réintégrée rapidement. Lorsqu'on réintègre une figure après avoir tenté d'en sortir, il y a un violent contre-pied. C'est actuellement ce qui se passe sur le taux USD Yen, essentiellement dû à un renfort du yen japonais, à l'image du repli observé ce matin sur le prix des actions européennes. Donc le taux USD Yen est sous pression, il reste dans un range, à court terme il retombe en direction des 120, qui est donc le point de départ de la hausse de vendredi dernier. Si vendredi dernier l'USD Yen a monté, c'était grâce à la révision à la hausse des chiffres du PIB des États-Unis au second trimestre, à 3,9% contre 3,7% initialement, permise donc par la consommation des ménages. Et voilà, regardez, on a tenté de sortir du triangle, on l'a réintégré, c'est moche. On va sur 120 yens. Enfin, on observera bien le comportement des cours sur ce niveau des 120. Au final, le niveau des 120 yens, il peut être considéré comme un peu la médiane assez globalement propre sur le plan chartiste, sur le taux USD Yen depuis le 31 août dernier. Si on bascule sous les 120 yens, il y a un vrai risque de se replier en direction des 119,30 et de cette ligne de tendance. Donc ça, je trouve ça assez propre ici hein, sur le taux USD Yen. Des signaux techniques négatifs sur l'USD Yen que vous devez rapprocher des signaux techniques négatifs sur l'Eurostoxx 50, le CAC et le DAX en intraday. Je vous remontre un niveau à suivre et qui est probablement critique pour l'intraday sur l'Eurostoxx 50, les 3068. S'il est brisé, eh bien c'est la quasi-certitude que CAC et DAX se replieront respectivement vers 4390 et 9489. Je dirais que pour le DAX, l'ultime rempart, c'est le cours d'ouverture de vendredi à 9539. Et ce serait très dommageable de voir l'indice allemand briser les 9539. Là, cela renforcerait clairement la pression vendeuse en cette première session européenne, donc de cette première semaine d'octobre. Bref, on va pas non plus donner... Bref, ok, voilà donc ce que je pouvais vous proposer. Alors intéressant, NZD-USD sous résistance. Je dirais que c'est une paire de devises qui a l'avantage d'être dans un range horizontal. Alors le seul avantage d'un range horizontal, à la différence des autres figures latérales, c'est que les niveaux de prix, il y en a deux. Un support, une résistance. C'est précis. Et là, le NZD-USD, il est proche de la résistance à 0,64 $. Donc au fond, dans votre quête, je pense, de niveau technique intraday permettant de trouver des stratégies de trading, je formule l'hypothèse d'un petit biseau ascendant H4 sur le NZD-USD sous la résistance des 0,64 $. Et je pense donc que la résistance à 0,64 $, sur le taux NZD-USD, elle permet de paramétrer une stratégie de trading à la baisse. Pas de vue ici de moyen long terme, simplement une figure intraday qui est propre sur ce marché, qui fonctionne bien, avec, je dirais, la confirmation que la résistance peut agir depuis le piège du 18 septembre dernier, lorsque le marché a tenté de la franchir. Et vous avez ici, sur le NZD-USD, l'illustration d'un contre-pied baissier, lorsque le marché tente de sortir par le haut d'un range, mais qu'il le réintègre dans la foulée. Généralement, on revient dans la partie opposée. C'est ici ce qu'il se passe sur le NZD-USD, et c'est probablement ce qui est en train de se passer sur l'USD-Yen, qui est en risque de briser les 120 yens, et si c'est le cas, ce marché retombera à 119,30. Donc je trouve ça pas mal du tout. Parmi les paires majeures, en intraday, je mentionne cette ligne de tendance horaire sur l'USD-CAD, intéressante, mais finalement, peut-être plus intéressante, la résistance à 0,64 $, sur le NZD-USD.
Ok, ensuite, parmi les paires majeures, le taux de change AUD-USD. Alors, le taux de change AUD-USD, je vais retirer tout ça parce que c'était le canal de baisse de la semaine dernière qui a bien fonctionné jusqu'à ce que les cours se stabilisent sur 0,6945 $. Alors, actuellement, regardez hein, l'AUD-USD en données horaires. On a une pattern sur les prix qu'on retrouve sur l'indicateur technique RSI. Ce qui me plaît sur le RSI, c'est qu'au fond, on est en train de faire un range autour du niveau des 50. Donc ça sent l'impulsion imminente hein, sur le NZD-USD. Alors à court terme, on est aussi probablement dans cette espèce de triangle en données horaires. Il faut voir exactement ce qu'on va faire. De triangle ou de... Oui, bah c'est vraiment un range. Hein. Moi je vais surtout tracer voilà, cette ligne. Selon moi, voilà, je vais tracer ça comme ça. Alors l'AUD-USD déjà il avait réintégré cette ancienne ligne de tendance. J'estime que le risque c'est bien sûr c'est de baisser, pas forcément à court terme, puisqu'on fait un petit range après cette impulsion positive. On peut peut-être pousser davantage, revenir tester l'oblique, environ une trentaine de pips au-dessus. Donc je suis pour l'instant neutre, j'attends des résistances. Non, la seule résistance vraiment forte que je vois sur les paires majeures là, c'est les 0,64 $, sur le NZD-USD. Alors, est-ce que l'Eurostoxx 50 est en train de briser le support? Écoutez, il a l'air d'être bien parti pour le faire. Donc, c'est baissier. Ok, alors ça c'était pour les paires majeures. Si vous avez des questions sur les paires croisées, j'attends vos questions, hein, parce qu'il y en a trop, donc je ne vais pas balayer les 30. Et si vous vous intéressez au GBP AUD, à l'euro AUD, l'euro CAD, etc., ou l'euro GBP et les autres, ça peut être les paires en yens, vous laissez traîner s'il vous plaît vos questions. Aujourd'hui, sachez simplement que sur les paires en yens, ce qui prend le dessus, c'est l'aversion au risque et l'aspect refuge du yen japonais. Le gold. Le gold. Alors, l'once d'or est devenu beaucoup plus compliqué. Je vous ai montré vendredi dans mes prévisions à horizon 6 mois un graphique de long terme qui montre à quel point ce marché est dans un canal baissier mais à faible pente, à très faible pente. Il glisse petit à petit. On a le sentiment qu'il pourrait un jour revenir à 1000 $, mais de manière très lente. Ça peut prendre des mois, des mois. L'once d'or avait perdu son aspect refuge. Concrètement, il faisait le contraire du dollar US. Ça a un peu changé parce que on est quand même rentré dans un marché hyper volatile, limite bear market. J'ai pu vous montrer vendredi que les capitaux, lorsqu'ils quittent le marché action, ils vont d'abord vers la poche liquidité, puis le marché de la dette souveraine, et un peu les métaux précieux. Ce qui a pu, en août et en septembre, parfois faire monter l'or alors que le dollar montait. Parce que voilà, il y a cet aspect, somme toute, refuge. Pourquoi pas? Surtout dans un environnement où si le marché de la dette attire les capitaux, c'est pas non plus des sommes énormes parce que ça rémunère pas beaucoup et surtout la Banque Centrale Européenne à travers ses achats assèche le marché. Pardon. Moi l'once d'or je retiens une chose. L'once d'or il s'est maintenu sous les 1150 $. L'once d'or je surveille ce canal de reprise. On a un beau canal aussi en données 4 heures. Attention, le risque peut être de le casser, j'en sais rien. En tout cas, j'observe que on a tenté de casser les 1147, ça a piégé les acheteurs, on est repassé sous les 1147, j'ai donc plutôt un biais négatif tant qu'on se maintient sous les 1147 $. Mais en intraday, je surveille ce canal, pour l'instant c'est vrai qu'on est dedans, des acheteurs peuvent se remobiliser à ce niveau-là, donc mieux vaut peut-être attendre la sortie du range 1135-1147 $. Alors bon, le pétrole, vous venez d'assister au Commodities Market Report, donc vous avez eu un point bien précis en intraday, avec notamment ce triangle. Ce qui me paraît moi complètement étonnant sur le prix du pétrole, je remets à nouveau cette moyenne mobile simple à 20 jours, et le marché est étonnamment resté couvert en cours de clôture par cette moyenne mobile. On a même une espèce d'étoile filante vendredi dernier, ici, sous la MM20. Alors là aussi, le risque, c'est bien sûr la baisse, tant qu'on se maintient sous cette oblique. Et pourquoi pas se replier en direction des 43 $. Voilà, on a ici en tout cas une conjonction de résistance, et j'ai un biais qui reste négatif sous les 46, 46, 50.
Voilà, sous les 46, 46, 50, le risque c'est vraiment de baisser et de revenir dans cette zone-là sur le prix du pétrole. En tout cas, ce que je vous invite à faire sur vos graphiques même intraday, c'est de positionner la moyenne mobile à 20 jours. Alors, quand vous êtes sur votre graphique en données horaires, vous ajoutez une moyenne mobile, vous double-cliquez dessus, vous allez dans l'onglet source des données et là vous choisissez D1 comme daily, ce qui vous permet d'afficher une moyenne mobile journalière sur vos graphiques intraday. Donc intraday, c'est-à-dire inférieur à à l'horizon temps journalier. Donc, le H4 c'est de l'intraday, le H8, le H1, voilà, etc., etc. C'est important, je pense, de le faire figurer dessus. Alors, bah écoutez, on a fait le panorama des marchés actions de la zone euro, des marchés de taux souverains, bon, le Bund. Il y a un déplacement des capitaux évident. Le prix du contrat progresse, les marchés actions reculent, le yen est recherché. Globalement, on a un schéma classique d'aversion au risque à l'ouverture de la session européenne. C'est sans faille, c'est propre, c'est net. Pour résumer ma pensée sur les paires majeures en intraday, deux me semblent intéressantes. Le taux USD CAD au-dessus de cette ligne de tendance et le NZD USD qui est très proche d'une résistance. Franchement, 0,64 $, ça se short. Je trouve ça propre. Bon, voilà, c'est en tout cas... Ainsi s'achève mon tour d'horizon des graphiques intraday et ainsi débute la réponse à toutes vos questions et il y en a un paquet. Donc, je regarde un peu tout ça. Je poste vos graphiques. Alors, Wood ou Volkswagen n'est pas une manière d'enterrer le taffetas. Ils font avec les voitures ce qu'ils font avec le Concorde. Bon, alors on n'en est peut-être pas encore là, mais bon, c'est certain que je pense que vu des États-Unis, on s'en réjouit hein, parce qu'il y a une possibilité de gagner des parts de marché. Notre cher Lastico qui se réjouit de la victoire des indépendantistes aux élections régionales en Catalogne. Stéphane, vous parlez du GBP USD et en effet, j'en ai parlé tout à l'heure, d'une réaction initiale sur le support hebdomadaire des 1,5170 $, c'est un fait. Le niveau il a tenu sur l'horizon de temps supérieur. Je n'écarte pas cependant le risque de cassure cette semaine, mais pour l'instant ça tient, c'est un fait. C'est pour ça que, merci pour ce commentaire, parmi les paires majeures, je n'en vois ce matin que deux vraiment intéressantes et limpides sur le plan du chartisme intraday. C'est le taux USD CAD sur cette ligne de tendance et le taux NZD USD sous la résistance à 0,64 $. Alors, Tradator a une question sur le taux euro-dollar en intraday. 10 à 50 points sur l'euro-dollar. Écoutez, l'euro-dollar, j'ai le sentiment qu'à court terme, il peut se reprendre en direction des 1,1215. Bon, c'est le niveau que je surveille. C'est le point de rejet de la session asiatique. Hein. Vous avez sous les yeux les bougies horaires, et notamment celle qui a eu lieu entre minuit et 1h du matin. Pour certains, vous dormiez, pour d'autres, vous assistiez à ça. Éventuellement se reprendre en direction des 1,1215. C'est une résistance forte, elle est susceptible d'agir. Accompagner la hausse de l'euro-dollar vers 1,1215. Il y a 15 pips à prendre, peut-être, en effet, à la hausse. Alors, Totov, un commentaire assez important. Boudou qui nous propose une analyse chartiste sur le VIX en H1. Alors, je ne m'enfermerai pas dans les vues graphiques sur les indicateurs de volatilité implicite. Je l'ai fait pendant longtemps, c'est souvent un piège. Donc, voilà, je prendrai un peu de recul par rapport à ça. Alors, donc Totov nous parle du SP500. Le SP500, j'en parlerai cet après-midi. 4420 trading range. En effet, le CAC 4420, ça peut casser. Bah, ça a cassé de façon que. Bon, enfin, ok, on n'a pas encore de clôture horaire, mais admettons qu'on a probablement forcément des cassures 15 minutes. Le CAC 40, 4390, c'est à peu près acquis. Le DAX, 9489. 9489 peut être une zone d'objectif à la baisse pour les prochaines heures ici sur le DAX. Alors, question de Stéphane justement sur l'euro GBP. Donc c'est parfait, une question sur une paire croisée. L'euro GBP. Alors, que puis-je vous proposer sur l'euro GBP? J'ai toujours en tête la résistance des 0,7421. Alors, on a encore sur l'euro GBP l'illustration des contre-pieds directionnels lorsque le marché piège sur le plan graphique. Le piège, c'était la cassure des 0,7240
avec une réintégration violente et derrière une poussée haussière. Reste que l'euro GBP reste sous la résistance des 0,64 14 21. Donc au final, je pense que le trading range 0,72 40, 0,74 21, il est toujours là sur l'euro GBP. Pour ce qui est du court terme, franchement, on est vraiment au milieu de nulle part. On voit que le RSI tient le niveau des 50. On se stabilise. Il n'y a même pas réellement de ligne de tendance. Je vais éventuellement jeter un œil. Oui, vite fait celle-là que le marché tente de défendre. Bon, je retiens surtout qu'on se maintient sous les 0,74 21, qu'on est dans ce range. Éventuellement, on peut avoir l'amorce d'une structure en triangle, mais c'est pas non plus propre. Donc pour l'instant, je suis complètement neutre sur l'euro GBP. Voilà, à part ce range, je n'ai pas une vision claire de ce marché, en tout cas pas sur le plan chartiste. AUD-CHF, euro-yen, ok, c'est parti. Alors l'euro-yen, c'est pas l'USD-yen, il n'empêche le niveau technique des 133 yens, c'est ça, le niveau des 133 yens, c'est le pivot de moyen long terme. Si l'euro-yen passe sous les 133, il y a deux possibilités. Pour voir l'euro-yen casser 133, soit le yen explose avec des marchés actions qui s'enfoncent, soit l'euro baisse avec une banque centrale européenne qui étend son quantitative easing en octobre. À court terme, une résistance à 135. Dans l'absolu, entre 133 et 135, c'est compliqué. En H4, on peut tracer cette toute petite ligne de tendance. On a donc une compression à court terme sur l'euro-yen entre 134,30 et 135. Alors cette compression peut éventuellement prendre la forme d'une figure élargie. Je dirais que j'ai un biais technique négatif sous les 135 yens, mais qu'à court terme on teste tout de même ce support intraday à 134,30. Donc je serais vraiment baissier si on casse 134,30. Là entre 134,30 et 135, c'est vraiment neutre. Alors, bon, la UDCHF, plutôt que vous dire des bêtises, étant donné que je ne le suis pas, je vais rien vous dire. Voilà, mais j'essaierai de prendre le temps de revenir dessus puisque j'ai vu une question. Et ainsi soit-il, amen, comme dit Totov. Voilà, bah écoutez, je pense avoir balayé l'ensemble des marchés et répondu à vos questions. Merci d'avoir été attentif. 45 minutes de morning meeting. Prochain point de marché à 13h, le 13h des day traders. Et puis moi je vous retrouve alors à 14h15 aujourd'hui pour suivre les dépenses de consommation des ménages US. C'est pas une statistique à forte importance. De toute façon, ce lundi, à part la Banque Centrale Européenne qui, comme chaque lundi, va donner le détail de l'évolution de ses programmes monétaires, il n'y a pas de chiffre majeur. Mais malgré tout, j'ai décidé de programmer l'émission en lien avec l'agenda macroéconomique américain. Donc ce sera ici même à 14h15. Merci à tous et à tout à l'heure.